Ces derniers temps, dans l'écosystème crypto, on entend des noms qui reviennent de temps en temps. Et on peut bien se poser la question, mais qu'est-ce que ça a à y voir avec la crypto? Comment est-ce que ces choses-là arrivent dans l'écosystème crypto? Est-ce que la crypto-monnaie, c'est encore sûr? Est-ce qu'on ne peut pas se lever un bon matin et la crypto a disparu? Ce sont les questions que je reçois et bon, on va essayer d'en parler tout au long de cette vidéo. Déjà, il faudrait comprendre que déclarer faillite, quand une entreprise dit qu'elle a en faillite, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Supposons que je veux lancer une activité et j'ai fait une levée de fonds. Les investisseurs m'ont donné 1 million de francs CFA pour lancer mon activité. À un moment donné de mon activité, quand on essaye d'évaluer mon activité, on se rend compte que mon activité a une valeur de 800 000 par exemple, ou bien de 500 000. Vous voyez qu'à cet instant-là, l'activité vaut moins que ce que les investisseurs ont déposé. Et donc, je vais déclarer faillite. Je peux à un moment donné déclarer faillite si je me rends compte que je ne peux pas, ou bien il est difficile pour moi de pouvoir encore grandir l'activité jusqu'à arriver au niveau de l'argent des investisseurs. Je vais donc déclarer faillite. Et quand je déclare faillite, on va donc procéder à un mécanisme de liquidation de l'entreprise. Et liquider l'entreprise, ça veut dire peut-être, par exemple, solder ce qu'on peut solder dans l'entreprise, vendre aux enchères ce qu'on peut vendre dans l'entreprise et rembourser les investisseurs en premier et par ordre d'arrivée. Donc, ceux qui investissent en premier seront remboursés en premier, par exemple. Donc, c'est l'état dans lequel, la situation dans laquelle 3 entreprises se retrouvent parce qu'elles ont publiquement déclaré faillite. Et ce ne sont pas les seuls, hein. Il ne faudrait pas se leurrer en disant « Ok, ce sont les seuls, peut-être c'est fini ». Il y a peut-être d'autres entreprises qui n'ont pas encore déclaré faillite, mais qui pourraient déclarer faillite. Mais est-ce que ce sont seulement les entreprises liées à la crypto-monnaie? Non, pas du tout. Ça fait le buzz aujourd'hui, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que ce sont d'une certaine part les premières entreprises à déclarer faillite parce qu'elles exerçaient, parce qu'elles avaient comme business, leur activité était liée aux crypto-monnaies. Mais sinon, il y a des entreprises qui ont fait faillite bien avant, bien évidemment. Il y a plein d'entreprises dans le monde qui ont fait faillite et qui ont fermé. Donc, Three Arrows Capital, Celsius et Voyager aujourd'hui déclarent faillite. Mais comment est-ce que ces entreprises opèrent? Comment est-ce que ces entreprises peuvent à un moment donné ne plus être en mesure de rembourser ce dont les investisseurs ont déposé sur les plateformes, parce que c'est de ça qu'il s'agit bien évidemment. Et comment est-ce que c'est possible alors que certaines personnes se disent mais on est dans la crypto et on se fait de l'argent dans la crypto, mais comment est-ce que les entreprises avec les grands experts traders peuvent déclarer faillite? C'est quand même un peu paradoxal pour certains, mais pas du tout. Quand on est dans un business model, on doit comprendre comment le business model fonctionne. Quand vous allez dans une banque et que vous déposez de l'argent pour prendre les intérêts, votre argent ne reste pas dormi dans les coffres de la banque. La banque va aller en bourse, trader, investir dans les trucs, dans les actions, les bonds et bien d'autres éléments là pour essayer de fructifier au maximum votre argent. Elle va donc prélever une petite partie de ce qu'elle gagne pour vous donner comme intérêt. Mais en réalité, le gros de son activité, ce n'est pas simplement les intérêts ou bien qui sont liés à quoi justement. Ces intérêts-là proviennent bien évidemment de quelque part. Donc, dans les crypto-monnaies, c'est pareil aussi. Quand vous allez déposer votre argent sur une plateforme comme Celsius, qui n'est clairement pas de la finance décentralisée, c'est la CeFi, comme d'autres CeFi qui existent des banques, ce sont les CeFi, Centralized Finance. Parce que quand vous lisez les termes et contrats de ces entreprises-là, vous comprenez très bien qu'à un moment donné, l'entreprise, si elle se porte mal, peut liquider votre crypto-monnaie, les actifs qui sont généralement vos actifs, sont des passifs dans cette banque-là, et elle peut donc liquider à un moment donné pour essayer de minimiser ses pertes. Donc, c'est la même chose avec les plateformes centralisées. Quand vous déposez l'argent sur une plateforme comme Binance, cet argent ne vous appartient plus. Et il faut clairement toujours lire les termes et contrats, les termes d'un contrat avant de le signer. Bien que souvent on arrive, on coche et on avance sans lire ce qui réellement se cache derrière. Mais bon, ce n'est pas ça le but, on va avancer. Quand vous déposez l'argent sur une plateforme, vos crypto-monnaies à une plateforme comme Celsius, qu'est-ce qui se passe derrière? Celsius ne va pas garder votre crypto-monnaie. Elle peut faire d'autres activités avec. Elle peut faire du staking. Et le staking ne produit pas gros. Voyons par exemple un stablecoin. Un stablecoin n'a déjà pas techniquement de staking parce que le staking, c'est généralement réservé à des coins. Or, les stablecoins
ne sont pas des coins. Normalement, ils sont des tokens, ce sont des stable tokens. Normalement, on ne devrait même pas les appeler des coins. Mais bon, ils ne sont pas liés au staking natif de la blockchain. Donc du coup, ils vont être assujettis à des protocoles qui vont leur permettre de déposer leur argent là-bas pour la liquidité et générer les intérêts liés à une certaine activité de sa plateforme. Ça peut être le lending où les gens vont venir prêter cette crypto-monnaie. Ça peut être d'une certaine façon, bref, il y a d'autres mécanismes qui peuvent être utilisés par les protocoles de finance décentralisés, dits décentralisés, pour essayer d'optimiser vos crypto-monnaies. Donc du coup, quand vous allez déposer votre argent sur une plateforme comme celle-là, elle ne va pas garder à l'intérieur, elle va déposer sur d'autres plateformes pour générer des rendements. Et on va maintenant voir d'autres entreprises comme les Compound, les MakerDAO, les Curve Finance, les Lido Finance, avec les Encore Protocol, dans l'optique de déposer là-bas et essayer de fructifier au maximum pour avoir ce qu'on vous a promis et peut-être avoir même encore plus que ce qu'on vous a promis. Justement, le but, c'est d'avoir plus parce que si on a moins, ben, il faudrait bien se poser la question d'où viendra l'argent qu'on va vous donner. Donc, il faudrait avoir plus de ces plateformes-là, de cette activité dans l'optique de vous payer. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus on va vers ces protocoles-là, plus on est exposé. On est exposé à plusieurs choses. Plus on monte dans les pyramides d'investissement parce qu'au bas, c'est le socle, c'est la base qui est émise par l'entreprise, par l'organisme qui met de l'argent. Et on va mettre les services au fur et à mesure qu'on avance. Donc, plus on monte en service, plus on s'expose parce que c'est plus risqué et on est donc en train de marcher sur des ficelles. Donc, en allant sur des plateformes comme Lido Finance, Lido Finance, c'est un protocole qui est là pour faire de liquid staking. Le liquid staking, c'est d'une certaine façon l'une des plus grosses plateformes qui ont généré le S-Ethereum. Et le S-Ethereum, aujourd'hui, c'est un peu, quand ça a été émis, c'était adossé à l'Ethereum. Donc, techniquement, c'est un stablecoin qui est adossé à l'Ethereum. Quand on dit stable, ce n'est pas que la monnaie ne fluctue pas. Non, c'est garanti par un asset, c'est garanti par un actif. Et du coup, le S-Ethereum était garanti par l'Ethereum. Donc, tu déposes un Ethereum dans le protocole en attendant la migration et on te donne le S-Ethereum. Mais ce S-Ethereum-là, à un moment donné, a été assujetti aux lois du marché parce qu'il y a eu de la spéculation là-dessus et l'Ethereum a perdu de sa collatéralisation. Ça n'a plus garanti la collatéralisation à l'Ethereum et en faisant ça, ça a effondré un écosystème derrière qui détenait la majorité, l'une des plus grandes quantités de S-Ethereum qui était donc comme ça, Celsius. Une autre entreprise, une autre chose également, en allant sur des plateformes comme Encore Protocol, qui promettait 20% sur un stablecoin, 20% avec des petits montants, c'était peut-être faisable, mais il faut également comprendre que plus on a d'intérêt, plus on s'expose, plus le risque est grand. On prend beaucoup trop de risques et c'est comme marcher justement sur des ficelles. Il suffit juste d'un petit élément là et ça crache. Donc, Lido Finance, on a déjà parlé. Encore Protocol, vous avez très bien suivi ce qui s'est passé avec Terra Luna, où il y avait donc la majorité des UST qui étaient bloqués sur Encore Protocol. Et l'une des personnes qui déposait également, l'une des personnes qui avait grossement investi, grandement investi dans cette entreprise-là, c'était justement les voyageurs ou bien les Three Arrows Capital, bien évidemment. Et les Three Arrows Capital, leur argent ne venait pas ex nihilo, ça venait des entreprises telles que Voyageurs, d'autres entreprises qui déposaient de l'argent chez Three Arrows Capital. Ce sont des fonds d'investissement. Et les fonds d'investissement, les entreprises d'investissement vont faire exactement ça. Vous allez déposer l'argent là-bas et elles vont aller sur des plateformes essayer d'utiliser de leur expertise, de l'analyse du marché et essayer de grappiller le maximum de sous possible. Donc, quand Encore Protocol s'est effondré, ça a entraîné l'effondrement de plein d'autres écosystèmes. Imaginez-vous une crypto-monnaie, un stablecoin qui part de 1 dollar à 0, quelque chose, entraînant le Luna avec lui. Il y avait d'autres cryptos, il n'y avait pas que le UST qui était, qui était détenu dans le portefeuille de ces entreprises-là. Il y avait d'autres crypto-monnaies. Supposons qu'il y avait des crypto-monnaies qui étaient adossées à cet écosystème Terra. Il y a plein de crypto-monnaies dans cet écosystème qui se sont également effondrées en même temps que le Luna. Du coup, c'est une histoire qui donne matière à réfléchir. Vous devez toujours vous poser les questions de
comment est-ce que cette entreprise fonctionne? Plein de personnes se fustigent en disant, fustiger cette plateforme en disant oui, vous aimez trop le gain. Non, ce n'est pas que cette plateforme aime trop le gain, c'est juste que la crypto-monnaie est encore beaucoup instable. Et cette instabilité-là entraîne des écosystèmes à mourir. Dans les plateformes de finance classiques, il n'y a pas cette grande volatilité. Lido Finance a perdu les clés de son wallet. Et si tu perds la clé de ton wallet, clairement, la crypto-monnaie qui est bloquée dans ces clés est inaccessible, dans ce portefeuille est inaccessible. Et ça va donc entraîner les personnes qui ont déposé la crypto-monnaie dans ce portefeuille-là de ne plus pouvoir retirer. Comment elles font? C'est l'argent des investisseurs, c'est l'argent des gens qui ont déposé à l'intérieur. Comment elles font? Donc, ces entreprises ont été assez transparentes pour expliquer clairement leur business model, pour expliquer comment est-ce qu'elles génèrent de l'argent. Vous pouvez voir les traces, les transactions qui ont été faites avec ces entreprises sur la blockchain. Et oui, parce qu'on interagit avec ces plateformes, avec ces applications décentralisées, ça laisse les traces sur la blockchain. Donc, on peut les auditer clairement et on peut voir si oui, elles ont effectivement perdu de l'argent de la façon qui est visible par tout le monde et qui n'est pas liée forcément à elles-mêmes, à leur saut d'humeur ou non. C'est lié à quelque chose qui ne dépendait pas forcément d'elles. Mais est-ce que ça les blanchit pour autant? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'on doit fustiger les gens qui vont là-bas? Non, pas du tout, parce qu'il y a plein de personnes dans l'écosystème qui ne peuvent pas trader. Il y a plein de personnes qui n'ont pas les capacités de maîtrise de l'émotion, de leur émotion. Vous pouvez vous lever, ce n'est pas tout le monde qui peut se lever un bon matin et il voit 40% de pertes dans son portefeuille et il reste zen. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut voir une crypto-monnaie comme Terra Luna s'effondrer et rester encore zen. Je connais des personnes qui se sont suicidées. Des personnes se sont suicidées à cause de l'effondrement de Terra Luna parce qu'elles avaient gardé beaucoup là-bas. Elles avaient gardé tout ce qu'elles avaient gagné dans l'écosystème depuis des années. Elles ont mis ça sur des protocoles comme Encore, en stablecoin et ça s'est effondré. Il y a des personnes qui en sont mortes. Mais est-ce que tout le monde peut donc supporter cela? Pas du tout. Ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Certains vont se retourner vers des plateformes où on fait un peu confiance parce qu'elles sont enregistrées, elles sont légales, elles ont le droit d'exercer cette activité. Donc, on va clairement leur confier notre argent pour certains et dire, OK, on ne veut pas trader nous-mêmes, on ne peut pas analyser, on ne peut pas aller déposer ici, retirer et déposer là-bas. Ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas. Donc, on connaît le business model, faites ça pour nous. Mais certaines personnes ne connaissent même pas le business model de ces entreprises. Donc, la première chose à retenir, la première chose qu'on peut tirer de cela, c'est déjà premièrement de ne pas se permettre d'investir un montant qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Si vous pensez que la crypto-monnaie n'est pas assez stable et que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre dans une certaine somme, n'investissez pas dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est encore tellement volatile. Du jour au lendemain, ça peut disparaître. Ça peut cracher comme ça du jour au lendemain. Un hack d'un smart contract, un vol d'un protocole, une faille dans un protocole. Et c'est comme ça que votre crypto-monnaie a disparu. Donc, faites très attention, c'est encore très très volatile. Donc, si vous pensez que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre une certaine somme, n'investissez pas. Et si vous voulez investir, la deuxième chose à faire, c'est de contrôler le business model de l'entreprise. Comprendre comment l'entreprise fonctionne. Comprendre comment les mécanismes qui permettent de générer de l'argent dans cette entreprise. Et si vous ne comprenez pas cela, si vous ne comprenez pas comment cette entreprise-là fonctionne, alors mieux ne pas investir. Parce que si vous comprenez comment l'entreprise fonctionne, si vous comprenez le business model, si vous comprenez que oui, l'entreprise s'expose trop pour vous générer les bénéfices, il faudrait justement faire la troisième chose, diversifier son portefeuille. Ne pas laisser toutes ces crypto-monnaies dans un seul endroit. Ne pas laisser tout dans un portefeuille. Parce qu'effectivement, c'est ce que les personnes font. Et ça peut être une stratégie, bien évidemment. Je ne condamne pas cela. Mais en le faisant, il faudrait comprendre le risque que cela comporte, comme on l'a dit dans le deuxième cas. Donc, essayez de diversifier votre portefeuille. Si vous aviez un peu dans
peut-être dans Celsius et un peu dans une autre plateforme, peut-être Celsius se sera effondré, mais pas cette autre plateforme. Bien que parfois l'effondrement d'un écosystème fait ce qu'on appelle l'effet domino. Ça commence quelque part et ça entraîne d'autres crypto-monnaies. Ça a commencé sur Lido Finance, ça a commencé par Terra Luna qui a effondré comme ça d'autres écosystèmes encore protocole. Ça fait l'effet domino. Et il y a les mêmes choses dans la finance classique. En 2008, quand la banque Lehman Brothers s'est effondrée, elle a effondré avec elle d'autres entreprises. Récemment, on parlait de Evergrande. Evergrande, si Evergrande s'effondrait, ça allait effondrer également d'autres entreprises. Donc, c'est clairement pas les choses qu'il faudrait souhaiter que ça arrive parce que ça peut avoir des impacts assez néfastes. Mais déjà, si vous aviez diversifié votre investissement, le temps que ça arrive sur d'autres choses, vous aurez peut-être eu le temps de faire une certaine barrière, un certain stop pour que ça évite d'affecter autre chose. Vous aurez peut-être pu retirer ailleurs alors que vous n'avez pas pu avoir le temps de retirer sur des plateformes qui aujourd'hui sont impossibles de rembourser, bien que ça va prendre le temps pour rembourser. Regardons par exemple MTGO qui a scammé les gens en 2011. 2013, je pense bien, mais aujourd'hui, ils sont en train de rembourser une certaine partie. Donc, ça peut prendre le temps pour rembourser. Mais avant cela, si vous avez diversifié, vous aurez pu, d'une certaine façon, vous prévenir d'un certain nombre d'éléments. La quatrième chose, c'est d'avoir les stratégies de sortie. Quand on entre dans la crypto-monnaie, il faudrait penser au mécanisme de sortie. On n'entre pas en se disant oui, ça va simplement monter, ça va uniquement bien se passer. Non, ça peut mal se passer. Ici, ça se passe mal. Quelle est votre porte de sortie? Est-ce que vous aviez pris des mécanismes pour sortir, pour essayer de vous prémunir de certaines pertes qui auraient pu arriver? La cinquième chose, dans la mesure du possible, essayez au maximum de ne pas déposer vos argent sur les plateformes et essayez vous-même de gérer votre argent. Gérer son argent, c'est possible. Gérer vos crypto-monnaies vous-même, c'est possible. Ces protocoles qui sont utilisés par ces entreprises-là, vous-même, vous pouvez accéder. Vous-même, vous pouvez les utiliser, ces protocoles. Encore protocole, c'est ouvert à tous. MakerDAO, c'est ouvert. Les Decentralized Finance, c'est ouvert à tous. Du coup, vous-même, vous pouvez aller dans ces protocoles. N'essayez pas simplement de dire, OK, on veut la facilité, apprenez, formez-vous, éduquez-vous et évitez de confier votre argent au maximum à des personnes et dépendre des personnes. Dépendez uniquement de vous-même. Dépendez de votre stratégie. Développez votre stratégie. Si ça se passe bien, tant mieux. Vous renforcez la stratégie. Si ça ne se passe pas bien, vous continuez de renforcer votre stratégie. Et au bout d'un certain temps, vous aurez développé vous-même une stratégie et vous ne dépendrez plus des personnes. C'est assez difficile, mais c'est faisable. Il y a déjà plein de vidéos sur la chaîne qui vous expliquent comment ces mécanismes-là fonctionnent, comment l'écosystème des crypto-monnaies est structuré, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème. Et vous pouvez donc apprendre au maximum pour éviter de subir de telles pertes. Voilà ce que j'avais à partager avec toi concernant l'effondrement de ces écosystèmes. Ça peut arriver du jour au lendemain, ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas souhaitable malheureusement, mais il y a forcément des leçons à en tirer. Plus on va dans ces plateformes qui promettent des rendements, plus on est en train de s'exposer. Vous devez donc comprendre comment ces entreprises fonctionnent, d'où viennent les revenus. Et si vous pensez que c'est assez risqué, misez ou bien déposez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si ça ferme, tant mieux. Si ça crache, tant pis. Et si ça se passe bien, voilà, tant mieux. Mais clairement, voilà un peu. Tu me dis ce que toi tu penses en commentaire de la vidéo. Est-ce que la crypto-monnaie c'est une arnaque? Pas du tout. La crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie. On peut faire d'autres choses, d'autres services au-dessus et avec l'argent. On peut faire beaucoup de services avec la crypto-monnaie. Ce n'est pas de l'arnaque. Il y a plein de plateformes d'arnaque qui existent. Est-ce que ces autres plateformes-là, ce sont des arnaques? Non, ce sont des plateformes qui ont eu un business model et ça n'a pas fonctionné comme prévu tout simplement. Ce ne sont pas des arnaques. Le business model, c'est clair, c'est rapplicable par tout le monde. Tout le monde peut exécuter le business model. Si tout le monde ne peut pas exécuter un business model, il faudrait bien évidemment craindre cela. Mais tout le monde peut exécuter le business model de ces entreprises-là en fait. C'est un business model qui est rapplicable. Et plusieurs business models de ce genre existent et continuent d'exister en fait, même dans l'écosystème crypto. Et certaines de ces entreprises n'ont pas fait faillite. Donc, il ne faut pas voir simplement le noir partout. Il y a forcément des leçons à retenir. Il ne faudrait pas simplement stigmatiser tous ceux qui font la même chose parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. D'ici à la porte-toi bien, like la vidéo et abonne-toi sur la chaîne Elvis Konjo. À d'autres vidéos. Ciao.